Les grands titres de ce journal, Religion Côte d'Ivoire, tournée de remise des cartes d'identification pastorale. La Commission nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire était à Abobo. Les détails dans cette édition. Et enfin, économie, visite du président chinois à Brazzaville, désaccord économique signé. Les enfants de l'Éternel louent et célèbrent les grâces du Seigneur. Mesdames et messieurs, bien-aimés, bonjour et merci de nous retrouver sur Béni TV, la chaîne des bénis, pour cette nouvelle session d'information que nous démarrons tout de suite par l'actualité chrétienne en Côte d'Ivoire. La Commission nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire poursuit sa grande tournée nationale de remise des cartes d'identification pastorale. Après Yopougon, les membres de la commission étaient dans la commune d'Abobo. Les détails avec Christian Briot. La Commission nationale des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, dirigée par le bishop Kassida Zito, est passée à l'acte dans son élan de redorer le blason du corps pastoral. Et c'est la commune d'Abobo qui a été le théâtre de la mobilisation des pasteurs de la dite commune pour venir communier avec leur porte-parole, le bishop Kassida Zito, le mercredi 27 mars 2013 dans les locaux de la mairie d'Abobo, en présence des pasteurs qui ont répondu nombreux à l'appel. Le révérend Makosso a de prime abord tenu à remercier les pasteurs de la commune d'Abobo pour le déplacement effectué, afin de se rassurer de l'effectivité de la distribution des cartes d'identité pastorale. Après un tour d'horizon sur les différentes activités de la commission dans les autres communes, le révérend Makosso a exhorté les pasteurs à se procurer la carte d'identité pastorale afin de sortir de l'exercice sacerdotal de l'informel. Le bishop Kassida Zito, principal initiateur de ce programme de grande envergure, a encouragé les pasteurs à cultiver le langage de l'unité afin de mieux relever les défis main dans la main. Vous avez compris toutes les déclarations. Le discours est toujours le même. Le discours n'a pas changé. C'est comment aller à l'unité du corps de Christ, une unité dans la diversité bien évidemment, qui se donne une vision claire. Ok, je dis que ce n'est pas une association, mais c'est une vision. Et dans une vision, il faut comprendre la vision. Et puis, comme la Bible nous enseigne, venir donc auprès de Moïse, soutenir pour une action commune et surtout pour les intérêts partagés. Ce programme de remise de cartes d'identité pastorale a été marqué par la présence d'éminents serviteurs de Dieu et le 5e adjoint au maire de la commune d'Abobo. Des invités tels que le prophète Germain Ouedraogo et le révérend Michel Vako sont venus soutenir cette action salutaire menée par le bishop Kassida Zito pour le bonheur des pasteurs. Et ce sont sur les mots de remerciement, d'exhortation et d'encouragement du bishop Kassida Zito que ce rendez-vous pastoral a pris fin. Rendez-vous est donc pris pour une autre commune. Que Dieu vous bénisse. Les pasteurs ont exprimé leur joie, leur carte d'identification en main. Nous les écoutons. C'est une joie pour nous de voir les hommes de Dieu rassemblés, essayer de s'organiser pour faire avancer la mission qu'ils ont choisie. Vous savez que la mission de Dieu, la mission la plus compliquée sur cette terre, l'œuvre de Dieu. Alors nous craignons qu'il y ait des dérives entre les hommes de Dieu. S'il y a des dérives entre les hommes de Dieu, qui pourra venir les moraliser. Les hommes de Dieu étant les garants moraux, alors il est de notre devoir de les soutenir dans de telles actions et nous pensons que si cela se fait, la paix va revenir. J'ai reçu ma carte de pasteur et ce même jour-là, quand je suis sorti de la salle, j'ai été arrêté par des policiers et j'ai montré ma carte pastorale et ils m'ont dit autorité, au revoir. Et 2 fois sur la route d'Agnaman, j'ai eu le même problème. Ils vont vraiment respecter, les policiers nous ont vraiment respecté à cause de la carte. Ils nous ont laissé partir. Et quand nous allons dans le supermarché, nous avons des pourcentages sur ce que nous achetons. Et nous bénissons ce groupe d'hommes de Dieu qui met y pied pour que les serviteurs de Dieu puissent être heureux. Nous bénissons ces personnes et que Dieu les bénisse abondamment. Et il faut souligner que c'est une initiative vraiment louable, c'est une vision à saluer parce qu'il est plus que temps que les hommes de Dieu que nous sommes, les pasteurs que nous sommes, nous puissions nous identifier, nous puissions avoir une référence afin que dans tout ce que nous sommes en train de faire, qui consiste à honorer le Seigneur, que nous-mêmes nous soyons identifiés et pouvoir non seulement circuler, et aussi nous retrouver de temps en temps, partager
la parole de Dieu, partager nos expériences. Et je voudrais dire merci à Dieu pour cette vision qui concerne les hommes de Dieu dans cette nation. Nous voulons lancer un appel à tous ceux qui sont encore réticents, tous ceux qui ont été mauvaisement évangélisés par certains autres pasteurs pour dire que cette affaire c'est une histoire de Kassi, c'est une histoire de Makosso, c'est une réalité. Aujourd'hui, les pasteurs se font identifier et chacun a sa carte pastorale. Je vais lancer un appel à tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. C'est une réalité. Avoir sa carte pastorale crédibilise ton ministère. Les journalistes sont fait identifier. Aujourd'hui, il n'y a pas de corps. Même les musulmans, les imams, ils sont à 10 000 imams identifiés. Nous n'allons pas rester en marge de l'organisation qui se passe ici en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'appelle tous les pasteurs à se faire identifier, à ne pas rester en marge. La simple curiosité peut sauver votre ministère. Venez à la Commission nationale des églises protestantes. Nous ne faisons pas d'amalgame. Il n'y a pas de super pasteur. Si vous avez 2 fidèles, nous vous considérons au même titre que le pasteur Kassim fait, parce que Dieu nous a tous appelés de la même manière. Venez vous faire identifier pour avoir votre carte d'identification pastorale qui crédibilise votre ministère. Que Dieu vous bénisse. Dans un tout autre registre, Nelson Mandela, sujet principal de prière des Sud-Africains en cette période de Pâques. L'ancien président sud-africain, pour rappel, est hospitalisé pour une pneumonie récurrente. La présidence sud-africaine s'est également voulue rassurante et a affirmé que Madimba se porte de mieux en mieux. Âgé de 94 ans, c'est la 3e fois en 4 mois que Mandela est hospitalisé. Nelson Mandela, au cœur de toutes les prières en ce jour de Pâques en Afrique du Sud. Âgé de 94 ans, celui qui fut le premier président noir du pays est hospitalisé depuis 4 jours à Johannesburg pour une pneumonie récurrente. L'épanchement pleural qu'il avait développé a été drainé. Il pourrait à présent de nouveau respirer sans peine. Dans l'église Regina Mundi de Soweto, au lieu de la révolte contre l'apartheid, la ferveur était toute particulière. De nombreux catholiques avaient choisi d'assister à la messe de Pâques dans la paroisse du héros national. Nous prions pour que le Seigneur le guérisse et pour qu'il sache que Dieu est en permanence à ses côtés. C'est la 3e hospitalisation de Nelson Mandela en 4 mois. En France, le Secours populaire redonne le sourire aux démunis en cette fête pascale. Il a organisé le dimanche dernier sa traditionnelle chasse aux œufs de Pâques géante. Ils étaient près de 5000 petits et grands au jardin des Tuileries à Paris à ramasser des œufs en plastique avec des messages de solidarité qu'ils ont ensuite pu échanger contre un goûter. Regardez. Nous avons choisi la grande chasse aux œufs de Pâques pour faire en sorte que ces gosses qui ont déjà une vie si difficile avec leurs parents, qui ne mangent pas leur faim, qui sont mal habillés, qui n'ont pas accès à la culture, de leur faire participer à ces grandes journées de chasse aux œufs. Et aujourd'hui, nous avons semé un petit peu d'espoir. Nous avons l'idée que la solidarité ne règle pas tout, mais elle est indispensable. Et aujourd'hui, nous semons du bon grain. Le fait que les gosses aient passé une bonne journée, ça leur donne de l'espoir que peut-être ça va contribuer à se sortir de la mauvaise situation qu'ils connaissent avec leurs parents. Il faut en prendre 3. On doit les échanger pour avoir un goûter. Les gosses, les ont passés, j'ai cherché et j'ai trouvé. Fête de Pâques, par contre, sombre pour les Mauriciens. Une dizaine de morts et plusieurs disparus ce week-end, dont des inondations. Le pays a été surpris par des pluies torrentielles. Il est tombé 152 mm de pluie en seulement 1h30. Les dernières inondations catastrophiques remontent à mars 2008. Aujourd'hui est un jour de deuil national à l'île Maurice. Ce week-end, le pays a été surpris par des pluies torrentielles. Les inondations ont fait une dizaine de morts à Port-Louis, la capitale. Découverte macabre dans ce tunnel piétonnier du centre de la ville. Les corps de 6 victimes ont été retrouvés. L'île Maurice, dans l'océan Indien, attire de nombreux touristes. Pas forcément en mars, parce que c'est le mois le plus pluvieux, avec une moyenne de précipitation de 220 mm.
Cette fois, il est tombé 152 mm en seulement 1h30. Les dernières inondations catastrophiques remontent à mars 2008. 4 personnes étaient mortes cette année-là dans l'est du pays. La page économie de ce journal avec l'Afrique du Sud, un nouveau port dans la ville sud-africaine de Durban pourrait résoudre des problèmes d'infrastructure, mais avec le peu d'avancées sur les propositions d'une banque de développement lors du sommet des BRICS, les projets de développement continuent de manquer de financement. C'est le port le plus actif de tout l'hémisphère sud. 80 millions de tonnes de cargo transitent chaque année par Durban pour une valeur de 10 milliards de dollars. Mais il commence à manquer de place, la quantité de marchandises augmente chaque année de 8% et la limite devrait être atteinte dans 6 ans. D'où un projet de construire un nouveau port juste à côté. Je travaille dans ce port depuis 7 ans. Je connais ses contraintes et celles de ce pays. J'ai voyagé à travers le monde. J'ai vu ce qui se fait ailleurs. Depuis un moment déjà, nous avons besoin des dernières technologies pour être compétitifs. Le nouveau port serait construit sur le site de l'ancien aéroport de Durban. Sa capacité serait alors multipliée par 5 pour un coût total de construction de 7 milliards de dollars. Ce sera une bonne nouvelle pour la Chine qui est le premier partenaire commercial du port et qui cherche à s'implanter encore davantage en Afrique. Ici, les Chinois exportent des produits manufacturés et importent du pétrole. Ce sont justement les ressources naturelles qui intéressent les pays émergents des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Ils tenaient leur sommet à Durban et sur la table, un projet de banque de développement. Nous avons décidé de créer la nouvelle banque de développement. Le capital initial pour sa création devrait être conséquent et suffisant pour que la banque puisse financer des infrastructures. Malheureusement, les BRICS n'ont pas su se mettre d'accord sur les modalités de la banque. Le capital de départ pourrait être revu à la baisse et passer de 50 à 10 milliards de dollars. Et 10 milliards, c'est à peine plus que ce que coûtera le seul port de Durban. Nous quittons l'Afrique du Sud pour le Congo. 30 millions de dollars, c'est la somme allouée par la Banque chinoise de développement à la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Objectif, financer les entreprises congolaises. Une signature qui intervient en marge de la visite du président chinois Xi Jinping à Brazzaville. Il s'agit d'une ligne de crédit de 30 millions d'euros à mettre au profit des petites et moyennes entreprises au Congo, accompagner les efforts des autorités congolaises pour développer le secteur privé et surtout un secteur privé national dynamique et créer une croissance endogène. Fin de suspense ce week-end pour le Kenya. La Cour constitutionnelle a désigné Uhuru Kenyatta comme nouveau président de la République après la proclamation officielle. Le tout nouveau président s'est adressé pour la première fois à la population et Pâques oblige, Uhuru Kenyatta a choisi une église de Nairobi pour s'adresser à la population. Il sera investi le 9 avril comme 4e président du Kenya, 51 ans après son père qui fut le premier. Pâques oblige, c'est dans une église de Nairobi que le nouveau président kényan, Uhuru Kenyatta, s'est pour la première fois adressé au pays. La victoire de l'homme le plus riche du pays a été validée ce samedi par la Cour suprême. Il sera investi le 9 avril, 4e président du Kenya, 51 ans après son père, qui fut le premier. Expliquant vouloir travailler pour tous les Kenyans, y compris ceux qui ont contesté la régularité du scrutin, il les a appelés à l'unité et les a remerciés pour avoir contribué à maintenir la paix avant, pendant et après l'élection.
Une paix relative. Dimanche matin encore, des échauffourées ont éclaté à Kisumu, fief du candidat défait à la présidentielle Raila Odinga. Hier, dans cette ville, la répression policière a fait 2 morts parmi ses partisans qui protestaient contre la décision de la Cour suprême. Ils ont payé Mutunga, le président de la Cour suprême. Même les enfants se sont rendus compte qu'ils volaient l'élection. Ils ont bourré les urnes avec de faux bulletins. Les preuves étaient sous les yeux de tous et nous en avons gardé quelques-unes. En 2007, les affrontements post-électoraux avaient fait plus de 1200 morts. La justice internationale poursuit d'ailleurs le nouveau président pour crimes contre l'humanité pour son rôle dans ces violences. Uhuru Kenyatta doit en répondre cet été à La Haye. Parlons à présent éducation et nous sommes de retour en Côte d'Ivoire, direction l'université Nangui Abrogwa d'Abidjan pour assister à la soutenance de thèse du colonel Gwe Danwe en tant que docteur en biologie et en production animale. Le colonel a exposé sur l'élevage de l'Olacode. C'est un reportage signé Christian Brio. Le temple du savoir à l'université Nangui Abrogwa d'Abobo, ex-université Abobo-Djamé, vient d'ajouter à sa longue liste et prestigieuse de docteurs un nom particulier. C'est le colonel Gwe Danwe qui s'est brillamment illustré le jeudi 28 mars 2013 par sa soutenance de thèse présentée pour obtenir le titre de docteur de l'université Nangui Abrogwa en spécialité biologie et production animale. Cette cérémonie s'est tenue dans les locaux de l'université Nangui Abrogwa en présence d'observateurs avertis dans le domaine, devant une myriade d'amis, proches et collègues et étudiants, mais face à un jury qualifié et minutieux dans le jugement. Après les mots de bienvenue et de remerciement du professeur Fantodji et du professeur Kwame Patrice, président du jury, le colonel Gwe Danwe a pendant 40 minutes exposé sur l'élevage de l'Olacode. Dans un langage soutenu, une diction scientifique bien agencée, le colonel Danwe a fait montre de la maîtrise de son sujet. Donc, qui est une espèce de la zone néotropicale, c'est-à-dire de l'Amérique, comme le caïman. Et en Afrique, la région éthiopienne qui regroupe l'Afrique, sauf l'Afrique blanche, on a le Lacode qui est... Après le brillant exposé du colonel Danwe, il s'est prêté aux questions des membres du jury qui ont par la suite apporté leur analyse critique sur le travail dans le fond et la forme. Les membres du jury se sont retirés pour la traditionnelle délibération et c'est avec beaucoup de joie et de bonheur qu'à leur retour, le président du jury, le professeur Kwame Patrice, ont décerné le titre de docteur au colonel Gwe Danwe, assorti de la mention très honorable, un travail convaincant qui mérite une reconnaissance de la part d'éminents professeurs garants du savoir. On décerne le grade de docteur de l'université. Cette belle soutenance est achevée par des mots de remerciement et d'encouragement pour le nouveau docteur, avec à la fin un cocktail. Que Dieu vous bénisse. Nous restons à présent avec notre reporter Christian Brio qui nous traduit ici l'ambiance qui a prévalu durant et après cette soutenance de thèse. Regardez. C'est pour dire qu'il a fait un travail remarquable. Jamais ça se ressent par la mention qu'on a donnée. C'est un travail original et donc par le fait là, il fallait franchement l'encourager. Et c'est pour cela qu'on lui a donné cette mention très honorable avec félicitations du jury. Parce que, comme je l'ai dit pendant ma prise de parole, ce document va parcourir le monde tropical. Et il faudrait que cela soit bien fait. Il va bien le faire, mais en soi, le travail est bien fait. C'est pour ça qu'il mérite la mention qu'on lui a donnée. Je vais dire, j'ai eu beaucoup de plaisir à participer à ce jury de thèse qui m'a donné l'occasion d'en apprendre beaucoup sur la pratique de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Le colonel Gwe, c'est quelqu'un de très expérimenté à la matière et je pense que chaque membre du jury a vraiment beaucoup appris déjà sur l'état de l'aquaculture, sur les perspectives. Et je pense que oui, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont en train d'être faites. Et puis cette thèse aura permis de déceler toutes les faiblesses et puis formuler des recommandations pour optimiser le système en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est toujours un privilège pour nous d'assister à une soutenance de thèse, en l'occurrence de thèse de biologie et production animale venant de M. Gwe, qui est maintenant docteur Gwe, qui nous enseigne en synégétique.
c'est toujours beaucoup pour nous et nous apprenons beaucoup lors de cette soutenance. Sa prestance, sa présentation et toutes les questions auxquelles il a eu à répondre nous ont fait plaisir et en même temps nous ont permis aussi d'apprendre beaucoup. Et on espère qu'en son temps, on sera à son niveau, on pourra faire comme lui. Pour nous, c'est un devoir de l'encourager, de lui dire que à travers le travail qu'il a fait, d'autres personnes aussi peuvent s'adonner aussi à la recherche et donner vraiment des résultats qui peuvent être prometteurs, des résultats aussi qui peuvent être intéressants, que la jeune génération peut utiliser pour la recherche. En somme, le colonel Goué a produit un travail scientifique très important que les étudiants de l'université d'Angui-Abrogua ou des autres universités pourront donc exploiter pour continuer l'œuvre qu'il a déjà entamée. Dans le reste de l'actualité, drame en France à Saint-Denis, 2 personnes ont été tuées et une quinzaine blessées, dont 5 très grièvement le samedi dernier, dans l'incendie d'un immeuble ancien d'Aubervilliers. C'est une copropriété qui est très mal gérée, donc avec des problèmes de squat, dont les propriétaires n'ont pas géré, ont laissé faire, et ce qui pose problème aujourd'hui. Même pas 3 minutes, on ne voyait plus rien, que du noir. Voilà, c'était de la fumée, on s'est calfeutré à l'intérieur et on a attendu en pleine panique au balcon, les pompiers, les secours. Et la moitié des locataires, c'est des squatteurs. La moitié qui reste, il y a dans cette moitié une autre moitié qui ne paye pas à cause de la vétuste état. Et voilà, ça engendre ça, ça amène ça et voilà. Et en plus, là où ils étaient, là où il y a eu le problème, c'est un tout petit studio où il y a beaucoup de gens qui vivent à l'intérieur, que des hommes. Nous refermons ce journal par la page santé. En Chine, la grippe aviaire est de retour. 2 hommes de 87 et 27 ans ont succombé à la souche H7N9 pour la première fois transmise à l'homme. Une femme est également infectée. Elle est dans un état très critique. Notons qu'il n'existe pas encore de vaccin contre le virus. Les populations sont inquiètes. La grippe aviaire refait son apparition et sème l'inquiétude en Chine. 2 habitants de Shanghai sont morts début mars, quelques jours après être tombés malades. Ces hommes de 87 et 27 ans ont succombé à la souche H7N9 de la grippe aviaire pour la première fois transmise à l'homme. Une femme infectée elle aussi est dans un état critique. Il n'existe pas de vaccin contre ce virus. J'ai été choqué, dit cet homme, quand j'ai entendu les nouvelles sur la grippe aviaire parce que nous n'avons rien entendu à ce sujet depuis longtemps. J'ai été inquiet d'apprendre que 2 hommes sont déjà morts à cause de la grippe aviaire. Nous avons peur que le virus se propage après ce qui est arrivé, rajoute un autre habitant de Shanghai. Maintenant, il semble que rien ne peut être fait et personne ne sait rien à ce sujet. Et personne ne peut prendre des précautions contre le virus. La Chine est un des pays les plus vulnérables à la grippe aviaire car elle possède le plus grand nombre de volailles au monde, des volatiles souvent en contact avec les villageois. Début mars, l'Organisation mondiale de la santé indiquait que la grippe aviaire avait fait plus de 360 morts dans le monde depuis 2003. Le virus H5N1 est le plus commun. Mesdames et messieurs, bien-aimés du Seigneur, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Bonne suite de programmes sur Béni TV, la chaîne des bénis, et que Dieu vous garde.